Merci pour l'introduction. Donc oui, je suis jeune docteur, je viens de soutenir ma thèse il y a moins d'un mois. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler rapidement de mes travaux. Ma thèse s'intitulait Améliorer les scores de risques environnementaux avec du machine learning informé et de l'IA explicable. Euh, et donc, dans la recherche actuelle, en épidémiologie du moins, il y a deux grandes méthodes pour calculer ces scores de risque. Donc, il s'agit bien de scores de risque sur la santé. Euh, la méthode basée sur la littérature et la méthode basée sur les données. Bon, pour faire simple, par manque de temps, disons que ces deux approches utilisent encore majoritairement des méthodes linéaires qui sont limitées parce qu'elles sont incapables de capturer des relations complexes entre les facteurs environnementaux et leurs impacts sur la santé. Et donc, dans ce contexte, la première idée de la thèse a été d'utiliser plutôt des méthodes de machine learning non paramétriques combinées avec des méthodes d'IA explicables pour calculer ces scores de risque. Le principal avantage de ces méthodes non paramétriques, c'est qu'elles ne font aucune hypothèse sur la nature des relations que l'IA va capturer. C'est-à-dire que cette nature est directement calculée à partir des données d'entrée. Elles sont aussi capables de capturer des relations complexes, ce qui inclut des relations non linéaires, mais aussi des interactions qui pourrait y avoir entre différents groupes de variables qui influenceraient le risque, ou si vous préférez des effets cocktails entre des groupes de variables. Et aussi, elles sont connues pour leur performance prédictive qu'elles ont démontrées dans de multiples domaines, que ce soit dans l'industrie ou dans la recherche. Par contre, au niveau des limitations principales, elles ne sont pas, en tout cas pas telles quelles, utilisables pour fournir des garanties sur la significativité statistique des relations qu'on va capturer, ni sur leur causalité. Donc dans le premier papier de cette thèse, on a voulu du coup développer des scores de risques environnementaux en utilisant cette approche basée sur l'IA pour calculer trois axes de symptômes pour les maladies chroniques, les maladies respiratoires, cardiovasculaires et mentales. Et donc notre objectif était de comparer les performances prédictives qu'on obtenait à partir de cette approche-là, comparer aux approches traditionnelles, mais aussi de comparer le type de relation qu'on était en mesure de capturer. Donc dans cette étude, on a utilisé des données, je vais aller très vite sur cette partie-là parce que ce n'est pas le sujet, mais des données d'une cohorte européenne qui est un gros projet européen, donc c'est une cohorte mère-enfant. Donc ici, on calcule les scores de risque sur des enfants. Euh, et très rapidement, au niveau des résultats de l'étude, en utilisant ces méthodes IA explicables, on était en mesure donc de dériver des indicateurs déjà au niveau populationnel qui nous donnent une valeur de l'importance en général moyen donc c'est-à-dire pour l'ensemble des individus en moyenne, quelles sont les variables, les facteurs environnementaux qui ont le plus d'impact sur les scores. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est qu'ils permettent aussi de fournir des indicateurs au niveau individuel. C'est-à-dire pour chaque individu, on va décomposer le risque et on va pouvoir savoir quelle variable a influencé son risque individuel. On peut aussi grouper ces scores de risque par individus similaires ou même par variables similaires. Comme par exemple, on peut regarder l'impact de toutes les variables liées au bruit, que ce soit sur l'ensemble des individus en moyenne ou sur un individu en particulier. Donc ce sont des outils qui sont assez puissants. On est loin des boîtes noires. Euh, et en plus de ça, ce qu'on a fait toujours avec cette approche d'IA explicable qui est SHAP, qui a déjà été présentée avant, c'est qu'on peut dériver ce qu'on appelle la response function, la fonction de réponse, qui nous donne la nature de la relation entre un facteur environnemental et le risque estimé pour la santé. Donc par exemple, dans la courbe que vous voyez là, vous voyez l'impact de la variable ZBMI, donc l'IMC normalisé chez l'enfant, sur son risque pour la santé mentale. Et on peut aussi l'utiliser pour calculer ces interactions binaires. Donc là, elle est un peu plus complexe, la courbe, donc je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer ici. Mais donc, on a eu des limitations dans ce papier qui sont liées à notre approche notamment. Euh, les deux principales sont du coup la sample size, donc la taille de l'échantillon de données qu'on avait pour réaliser les prédictions. Ces méthodes de machine learning ont besoin de plus de données pour être vraiment pertinentes et être meilleures que les approches traditionnelles au niveau des performances prédictives, du moins. Et donc, il y a différents axes de recherche qui essayent de faciliter l'accès aux données dans la littérature, comme par exemple le federated learning ou les approches de génération de données. Mais dans la thèse, on a voulu plutôt prendre un autre axe qui est encore peu étudié
en épidémiologie, du moins sur les méthodes de machine learning, qui est l'axe d'inclure les connaissances de la littérature, donc des précédentes études sur l'information qu'on a dans les précédentes études sur la relation entre un facteur déterminé et un risque déterminé de développer une maladie. Et la deuxième limitation vient du fait qu'on a capturé des relations qui ne sont pas en adéquation avec l'état actuel des connaissances. On appelle ça des spurious associations, des associations fausses, fallacieuses. Euh, et donc ça, c'est pas vraiment propre aux méthodes de machine learning, c'est aussi le cas dans toutes les études exploratoires qui utilisent les méthodes traditionnelles en épidémiologie. Mais là encore, le fait d'utiliser les connaissances de la littérature pour guider l'apprentissage du machine learning permet d'adresser le problème. Et donc, dans le second papier, ce qu'on a fait, c'est développer une nouvelle approche pour justement intégrer ces connaissances de la littérature dans le pipeline de machine learning. Donc ici, un schéma qui montre rapidement le fonctionnement de l'approche, le principe. Donc on a une matrice de données observationnelles, donc comme par exemple les données ELIX que j'ai présentées précédemment. On va intégrer à ça des connaissances de la littérature. Donc là, plus spécifiquement, il s'agit de Poulet Effect Size. Donc pour faire simple, ce sont des connaissances qui sont considérées robustes, qui viennent d'un type d'analyse qui s'appelle les méta-analyses, dans lesquelles on va agréger des résultats de plusieurs types d'analyses pour avoir un indicateur qui est plus robuste. Et ensuite, le but, c'est d'obtenir un score de risque ajusté qui doit avoir une meilleure précision, une meilleure performance prédictive, mais qui aussi doit être en mesure, une fois qu'on utilise des méthodes d'IA explicables, de capturer des relations qui sont plus alignées avec le consensus scientifique, donc aussi plus fiables. Et donc ensuite, dans le papier 3, ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé cette approche sur de véritables données médicales, puisque dans le second papier, on l'a seulement validé sur des données générées, donc c'était un papier qui était assez théorique. Et donc, dans ce troisième papier, on utilise encore une fois des données d'un projet qui s'appelle le projet G4, qui est un projet espagnol. Donc, cette fois, c'est une cohorte d'adultes qui viennent de Catalogne. Et peu importe, cette fois, c'est un score de risque pour l'hypertension. Et là, donc, dans ce papier, rapidement, ce qu'on a voulu faire, c'est comparer les performances prédictives et aussi la plausibilité des relations entre l'environnement et la santé qu'on était en mesure de capturer, entre donc, notre approche, qui est une approche de machine learning informée, donc qui utilise aussi les connaissances de la littérature, qui s'appelle Sean, et une approche de machine learning agnostique, qui utilise exactement le même modèle avec la même architecture, donc il s'agit d'un réseau de neurones, euh, mais dans laquelle on n'utilise que les données d'entrée. Donc il n'y a pas de connaissance de la littérature. Et donc, quelques résultats obtenus. Donc ici, vous voyez deux graphes. Et dans chacun de ces graphes, ce que vous voyez, c'est l'impact d'un facteur environnemental sur le score de risque associé pour la santé, donc là pour l'hypertension en l'occurrence. Sauf que cet impact est calculé de trois manières différentes. Donc en vert, c'est l'impact qui a été reporté dans la littérature dans une méta-analyse. En rouge, c'est l'impact qui a été capturé par notre réseau de neurones informés. Et en bleu, l'impact capturé par le réseau de neurones agnostiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc notre approche permet de capturer des relations qui sont beaucoup plus alignées avec le consensus scientifique. Et on peut aussi voir que parfois, quand on utilise seulement une approche exploratoire, en utilisant énormément de données, comme c'est le cas dans les études de l'exposome, et ben on peut obtenir ces fameuses associations fallacieuses dont je parlais tout à l'heure, où on se retrouve avec un réseau de neurones qui calcule des associations qui vont directement à contresens de ce qui a été établi dans la littérature. Donc ça, on peut le corriger en utilisant cette approche. Là où c'est intéressant aussi, c'est que l'approche permet aussi de corriger les variables pour lesquelles on n'a pas d'informations dans la littérature. Ça arrive, c'est aussi un peu le but de ces études exploratoires, c'est d'aller découvrir un petit peu quels sont le type de relations qui existent pour ces facteurs qui sont encore méconnus. Et là, on arrive aussi à mieux les capturer. Pourquoi? Parce qu'on va mieux capturer les variables pour lesquelles on a l'information dans la littérature, et donc on va mieux ajuster les autres variables. Donc, je n'ai pas le temps non plus d'aller trop dans les détails de ces slides, mais ce qu'on voit, c'est que on capture des relations qui sont sensiblement différentes et elles sont aussi plus plausibles. Donc, les bénéfices, pour résumer, de l'approche, c'est qu'on a une meilleure fiabilité des résultats, puisqu'on va capturer des relations qui sont plus alignées avec l'état de la littérature. Ça permet aussi de mieux démêler les effets. Donc, en utilisant les connaissances sur les relations qui sont bien connues dans la littérature, on vient mieux démêler les associations qui sont encore méconnues. Et on va aussi améliorer les performances et la capacité à généraliser les prédictions
pour notamment des sous-populations qui sont mal représentées dans les jeux de données, dans les contextes où on a des données limitées. Et juste petite parenthèse, c'est souvent le cas dans les études épidémiologiques, notamment dans l'exposome, où en fait on va vouloir considérer des centaines de variables différentes simultanément afin d'ajuster les effets pour toutes ces variables-là en même temps. Euh, et donc, le fait de collecter ces données sur des centaines de variables différentes, euh, c'est extrêmement coûteux, ce qui fait qu'au final, on a souvent des données sur un nombre limité d'individus. Voilà. Euh, et donc, au niveau des limitations, on ne fournit toujours pas de garantie sur la significativité des relations qu'on va capturer, ni de garantie de causalité. Et bien sûr, il faut faire attention à la robustesse des connaissances que l'on va incorporer dans le processus d'apprentissage euh, pour avoir de bons résultats. Merci beaucoup.